Bonjour tout le monde, personne n'ignore que un traitement contre le Covid-19 a été proposé à Marseille à base de chloroquine ou d'hydroxychloroquine et azithromycine, bref, un protocole variable qu'on appelait protocole Raoult, qui n'a pas été énoncé uniquement sur YouTube dans des vidéos enthousiastes où on prétendait que cette maladie était facile à guérir, mais aussi dans un papier, le Gautret et al., publié dans International Journal of Microbial Agents. Je ne trouve plus le papier, il est là. C'est celui-ci, avec plein de noms. Et le dernier auteur, c'est Didier Raoult. Mais le premier auteur, c'est M. Gautret, donc on l'appelle le Gautret et al., qui date donc de juillet 2020. Un papier qui était très critiqué au départ, parce qu'il était censé démontrer que ce traitement était efficace contre la chloroquine. Et beaucoup de gens ont dit, désolé, mais ce papier n'est pas de bonne qualité, il ne prouve rien, ça n'est ni fait ni à faire, il ne fallait pas publier ça dans cet état. Et malgré tout, ce papier a eu beaucoup d'influence. Et depuis qu'il existe, des centaines de papiers sur est-ce que la chloroquine guérit le Covid ont été publiés. Des milliers d'heures de chercheurs ont été investis, des millions d'euros, peut-être plus, alors que le papier de départ méritait sans doute pas d'être publié. C'est en tout cas ce que dit une lettre à l'éditeur écrite par 12 personnes, 12 chercheurs ou médecins, dont Damien Barraud, que je reçois, qui est anesthésiste à Metz, qu'on avait déjà reçu dans une émission sur la guerre entre les toubibs autour des médecines parallèles et de l'homéopathie. Quelqu'un qui a beaucoup critiqué Raoult, sa communication, l'IHU, etc., qui est sur les réseaux, qui s'est fait bannir de Twitter, qui est quelqu'un de très remonté, qui n'a pas sa langue dans sa poche, et donc je le reçois parce que je veux qu'il nous explique d'où vient ce projet de lettre à l'éditeur pour réclamer la rétractation du papier Gautret et al. De 2020, en quoi ça se justifie, et qu'on comprenne qu'est-ce qu'on a à reprocher à ce papier exactement qui justifierait que non seulement on dise que ce papier, c'est de la merde, après tout, bon, il produit des résultats que d'autres n'ont pas vérifiés, après tout bon, mais en plus, il faudrait le retirer parce que dedans, il y a de la fraude, il y a un manque d'éthique, il y a plein de problèmes qui font que c'est une science qui ne mérite même pas d'appartenir à la littérature. Voilà, la parole est à Damien Barraud. Et donc je reçois Damien Barraud, qui dimanche matin à 11h sort à peine de garde, mais est toujours frais comme un gardon. Et il m'accorde un peu de son temps pour répondre à cela. Alors avant qu'on commence, la question que devraient poser tous les journalistes apparemment, c'est quels sont les liens d'intérêt des professionnels de santé par rapport aux questions qui sont abordées. Donc je te demande, as-tu des liens, voire des conflits d'intérêt dans les sujets que nous allons aborder? Oui, alors bonjour. En fait, c'est même pas le problème n'est même pas que les journalistes posent la question. De manière théorique, les médecins devraient Oui. prendre l'initiative eux-mêmes de le signaler. Et donc, comme je le signale à chaque fois, ou oui, à chaque fois que je prends la parole en public, je n'ai aucun conflit d'intérêt. Alors, aucun conflit d'intérêt, ça veut dire quoi? C'est aucun conflit d'intérêt industriel avec Big Pharma. C'est important qu'on en parle quand même un petit peu Oui. de cette histoire-là. Parce que c'est une accusation fondamentale dans la rhétorique de Didier Raoult et des gens qui défendent la chloroquine, c'est que vous, qui êtes Ouais, opposés, vous êtes corrompus. Hein. ouais, ça excite beaucoup les gens, à juste titre, hein, parce que c'est un vrai problème, les conflits d'intérêts. On va pas se mentir, c'est un vrai problème très important. Et en fait, depuis notre plus jeune âge en médecine, on baigne dedans, en fait. On baignait dedans, parce que ça a un petit peu changé, mais on baignait dedans. Vous êtes jeune étudiant à l'hôpital, vous voyez les labos qui passent, tout ça se fait de manière naturelle et on baigne dedans et certains s'en sortent et d'autres restent dedans. Moi, j'ai arrêté tout conflit d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique en 2017. C'est-à-dire que je faisais comme tout le monde, c'est-à-dire que je partais en congrès. Vous savez, quand vous allez en congrès à l'étranger, ça coûte plusieurs centaines, voire quelques milliers d'euros. On peut pas, enfin, on va pas s'amuser à payer. Donc, Oui. l'industrie nous emmène. Et j'ai stoppé tout ça. Et dorénavant, je paye avec mon argent à moi et je suis en partie remboursé par l'hôpital. Donc, aucun conflit d'intérêt industriel et aucun conflit d'intérêt académique non plus. Alors, c'est quoi les conflits d'intérêt académiques? C'est beaucoup moins bien connu que les conflits d'intérêt industriels. On ne sait pas trop où ça nous mène, mais en gros, on en reparlera peut-être, mais euh,
ça rapporte de publier, en fait. Les points SIGAPS, ils servent à deux choses. Ils servent à distribuer un peu d'argent, alors pas aux médecins, mais aux institutions dont dépendent les médecins. Et ils servent à fabriquer la carrière des médecins, ni plus ni moins, puisque si vous voulez être nommé maître de conférence ou praticien ou professeur d'université, il vous faut un certain nombre de points SIGAPS. Et donc, je ne cours pas non plus après ça, j'en ai strictement rien à faire. Je n'ai pas non plus de conflit d'intérêt académique. Il m'arrive parfois même de refuser de participer à un papier où j'ai participé à l'étude, mais je juge que mon action n'a pas été suffisante pour que mon nom soit dans le papier et que ça génère des Ouais. points SIGAPS. Bon, bref, voilà. Donc, je n'ai Mais aucun le conflit d'intérêt système de... pousse à des comportements moins vertueux. Ah bah totalement, oui. Bon, très bien, merci pour ces infos-là. Alors, le papier dont on parle, donc il y a il y a 12 co-auteurs qui sont réunis pour écrire une lettre à l'éditeur. Donc, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'une lettre à l'éditeur? Et en l'occurrence, c'est la revue de thérapie. Pourquoi avoir choisi cet éditeur-là à qui adresser ce courrier? Quand un éditeur, quand une revue scientifique publie un article, le- les autres scientifiques peuvent y réagir. Alors, il y a un certain nombre de manières d'y réagir. On peut, si on veut apporter des précisions ou si on a un léger désaccord, on peut faire ce qu'on appelle une réponse ou une letter. Bon, voilà. Donc, l'éditeur va collecter plusieurs lettres et puis il va les soumettre à l'auteur. Et puis tout ça va donner lieu à du débat scientifique dans la revue quelques semaines ou quelques mois après que l'article Princeps soit paru. Et puis quand c'est un peu plus grave que ça, quand vous voulez en l'espèce faire retirer une étude, eh ben, il faut aussi écrire à l'éditeur, mais là c'est un peu plus trash, Hmm. puisqu'il faut expliquer pourquoi on pense qu'il faut retirer l'étude. En fait, quand vous pensez qu'une étude est frauduleuse, par exemple, ou dangereuse, et que vous voulez la faire retirer, il faut écrire à l'éditeur, il faut écrire à l'université dont dépend les scientifiques. C'est Mhm. ça qu'il faut faire. Donc, on a fait ça. Euh, Pourquoi 12? Ben, parce qu'en fait, bah, c'est une communauté de gens qui se sont retrouvés dans la même lutte. Et voilà, on se connaissait strictement pas avant, hein. Moi, je connaissais personne avant. Mais il se trouve Donc, qu'on avait. je cite les co-auteurs. Donc, il y a donc, Damien Barraud, donc premier auteur, donc tu es le correspondant pour ce papier. C'est-à-dire que c'est Ouais, toi, à toi qu'on doit s'adresser si jamais on veut réagir ou poser des questions sur le papier. Loni Besançon et Fabrice Franck, qui seront mes invités dans le prochain Ça coule de source, parce qu'ils ont aussi écrit un papier à côté sur un sujet connexe. Hein. Elisabeth Bick, qu'on a également reçu, qui a reçu le prix Maddox du courage scientifique, qui est une dame qui a été attaquée par Didier Raoult. D'ailleurs, toi aussi, d'ailleurs, on pourra en parler. Hein. Et Eric Billy, Franck Claro, Anthony Guillure, David Ajage, Karine Lacombe, Hervé Maisonneuve, Mathieu Molimar, dont j'ai aussi fait une interview, Mathieu Mulot, qu'on connaît bien chez les sceptiques, et Alexander Samel également, qu'on connaît un petit peu. Donc voilà, des gens qui sont très proches des sciences du vivant ou du médical, et, et, et il y a beaucoup de gens qui vont se dire, mais ça, c'est des gens qui se connaissent entre eux, qui sont payés entre eux, qui s'arrangent et puis qui se mettent bien d'accord pour pourrir ce pauvre Didier Raoult et ce pauvre Monsieur Gautret qu'on fait avancer la science pendant que c'était la guerre, quoi. tous ces auteurs-là, avant 2020, avant le Covid, j'en connaissais qu'un seul, c'était Hervé Maisonneuve. On s'en avait conversé en mail et par téléphone parce que moi, j'avais été témoin de fraude scientifique dans mon institution où je travaillais avant. J'avais dénoncé ces fraudes scientifiques et j'avais perdu, entre guillemets. Mm. J'avais dû partir. En gros, quand j'ai dénoncé de la fraude scientifique au doyen, sa réponse a été, mais qu'est-ce qu'un simple praticien hospitalier vient de mettre son nez dans les affaires des professeurs d'université? En gros, c'était ça. Bon, C'était bref. Et quelle donc, comme Monsieur université? Hervé, comment? C'était quelle université? La faculté de médecine de Nancy. Ok. Euh, et Hervé Maisonneuve est spécialiste d'intégrité scientifique Oui. de très longue date, et donc je l'avais contacté pour prendre conseil à ce moment-là, et donc on avait conversé un petit peu. Et son conseil à l'époque avait été très sage, il m'avait dit ne faites rien parce que l'université a les moyens de payer des avocats pendant très très longtemps et de vous étrangler.
Donc il m'a dit, ne faites rien, reposez-vous, et puis un jour, il y aura peut-être moyen de faire quelque chose. Et donc ce jour est arrivé. D'accord. Alors, pourquoi dans le journal thérapie? Est-ce que ça a un sens particulier? Alors ça a un sens. On a fait le processus habituel, c'est-à-dire qu'on a proposé, avant de proposer à thérapie, on a proposé au journal qui avait publié l'étude de Gauqueray, donc l'International Journal of Antimicrobial, c'est tout ça, quoi. On a Agence. proposé deux. Une fois où c'était encore l'équipe éditoriale entre guillemets marseillaise, c'est-à-dire que on sait très bien que en 2020, c'était l'éditeur en chef était un membre de l'équipe de Didier Raoult, et donc la première fois où on a soumis, c'était encore cette équipe-là qui était dans les éditeurs de ce journal. Donc c'est eux qui Bon, décident de... Voilà. oui, on a essuyé un refus sur divers arguments qui sont les leurs, qui ne nous conviennent pas, mais voilà. Et puis quand l'équipe a changé, donc on a retenté notre chance en prenant en compte les remarques qui avaient été faites la première fois, et on a à nouveau essuyé un refus, disant que tout avait déjà été dit, et que certaines assertions ne leur convenaient pas. Bon. Par Ok. exemple, quand on expliquait que ce papier avait eu un retentissement mondial, ils trouvaient qu'on ne le justifiait pas assez. Ouais. Voilà. Bon, on a retrouvé des conséquences de ce papier jusqu'à la Maison Blanche, quand même. Ben oui, mais pour eux, on ne le justifiait pas assez. Alors, il suffisait juste d'ouvrir sa télé, enfin, ses réseaux sociaux à l'époque pour s'en rendre compte, mais pour eux, il devait être déconnecté de la réalité, je pense. D'accord. Voilà. Et donc, on a essayé deux, trois autres journaux. On avait essayé le British Medical Journal qui nous a dit que ça les intéressait pas. On a essayé un journal spécifique à l'intégrité scientifique qui nous a dit qu'il ne publiait pas les cas spécifiques, qui font des choses plus larges Ouais. pour dénoncer de mauvaises pratiques, mais qui ne s'occupe pas de cas spécifiques. Et c'est donc pour ça C'est curieux, qu'on... pardon, c'est curieux comment on fait pour pas s'intéresser à des cas spécifiques lorsqu'on veut combattre un phénomène. Ouais, mais je pense qu'en fait, c'est un peu la patate chaude, ce truc-là, Ouais. et qu'ils n'ont pas envie Bah oui. de s'enquiquiner. Et donc, on savait, parce que ça avait été présenté il y a quelques semaines, quelques mois, on savait qu'il y avait le papier qui vient de sortir, là, sur essayer de quantifier un petit peu le nombre Voilà. Les de conséquences. décès liés à l'hydroxychloroquine, et que bah, on s'est tourné vers l'équipe en question, et l'équipe en question, bah, elle travaille beaucoup avec le journal Thérapie, donc on s'est tourné vers le journal Thérapie, D'accord. qui est le journal de la Société française de pharmacologie. Alors, donc, à quel appartient Mathieu Molimar, qui est dans le papier, donc, du coup. Ouais, Euh, ouais. donc, ce qui justifie ce papier, donc c'est les conséquences. C'est les conséquences, tu l'as évoqué, c'est qu'on a une étude. Alors, on peut en dire deux mots parce que on a évoqué avec Mathieu Molimar, mais on n'a pas non plus fait le détail. On estime que le traitement qu'on va appeler peut-être protocole Raoult, même s'il n'existe pas parce qu'il est un peu protéiforme, aurait eu pour conséquence dans 6 pays, donc USA, Italie, Espagne, Turquie, France et Belgique, à peu près 16 000 morts, et c'est une estimation minimale. Hum, Ça repose sur une estimation de l'excès de mortalité d'environ 11% lorsque les gens reçoivent ce traitement et qu'ils ont le Covid. Bah, ils meurent un peu plus que ceux qui n'ont pas le traitement. Mais ça, c'est une estimation. On n'a pas de diagnostic, on n'a pas des gens qui sont morts et dont on a noté sur la fiche il est mort à cause de la chloroquine. Alors comment on a pu avoir ce chiffre? bah, comme ils ont dit, c'est de la modélisation. On essaye de savoir combien de personnes ont pu être soumises à la chloroquine, et puis on sait qu'il y a un surrisque de mortalité de X%, et donc on essaie de faire des calculs. Mais tout ça a bien sûr plein de limites, hein, ça c'est très clair. On sait très bien que la pharmacovigilance en France et ailleurs est, euh, est mal faite. Il y avait un premier papier qui avait été fait par une équipe française en 2020. Alors, je ne sais pas comment ils avaient obtenu les données de la FDA, mais c'était sur les données de la FDA. Et en juin 2020, la FDA avait déjà colligé 589 cas de décès liés à la chloroquine. On n'était qu'en juin 2020. Ça, c'est aux Bon, il y États-Unis? avait déjà... Ouais, ouais, je pourrais envoyer la source si tu souhaites. Oui. Ça, Le on mettra professeur, c'est en dessus. Thérèse.
C'est les Grenoblois, je crois. Donc dès 2020, Donc, on a ces ouais, éléments-là. Donc ça fait longtemps qu'on a des gros soupçons, quoi. ouais, ça fait longtemps qu'on a des gros soupçons. Ouais. D'ailleurs, Euh, je cite l'avis du Conseil scientifique du Collège national des généralistes enseignants qui, le 27 mars 2020, publiait ceci. Quelqu'un l'a mis sur Twitter, je remercie beaucoup, parce que du coup, à l'époque, j'avais vu, mais ouais, c'est j'avais oublié ça, qui, dès 2020, explique que le papier dont on parle, le Gautret et al., dont tu vas nous parler tout à l'heure, n'est pas convaincant du tout, qu'il ne faut pas s'appuyer dessus pour faire des traitements, quoi. C'est pas de la médecine propre. Donc, là, on est en 2023, on est un petit peu après tout ça. Ça peut paraître facile de tirer des conclusions, encore que tout le monde ne le fait pas. Mais dans le feu de l'action, il y a des gens qui voyaient clair déjà, comme maintenant. Enfin, je veux dire, tout le monde n'était pas complètement éberlué ou tétanisé, ou comme moi, ignorant. Il y avait des gens qui savaient, quoi. Les 16 000, c'est les 16 000 morts qu'on peut qualifier de directs. C'est-à-dire, j'ai pris de la chloroquine et j'ai fait un accident. Il y a tout le reste. Il y a toutes les morts indirectes qui seront inquantifiables. Les morts indirectes des politiques de Trump et de Bolsonaro qui a brandi la chloroquine en disant vous inquiétez pas, on a le traitement miracle. Qui Oui. fait que à la première vague, les gens ne sont pas protégés, ne sont pas confinés, qui fait que quand une ville entière, Manaus, au Brésil, manquait d'oxygène dans les hôpitaux. Il n'y avait pas d'oxygène. Il fallait que les familles aillent chercher directement à l'usine d'oxygène de l'oxygène. Quand on leur disait envoyez-nous de l'oxygène, on leur envoyait des kits chloroquine, ivermectine. Voilà. Donc ceux-là, ils sont pas morts de manière directe de la chloroquine. Ils sont morts des politiques mortifères liées à ça. De la Voilà. Et ça, communication. c'est Oui. inquantifiable. Ouais, excuse-moi de t'avoir coupé. Et puis tous les retards dans la préparation et dans les travaux de recherche pour des remèdes qui fonctionneraient. Et puis le temps de chercheurs gaspillé pour essayer de répliquer des résultats qui ne marchaient pas. Si on faisait la somme vraiment dans le détail, évidemment, les chiffres seraient effrayants. Bon, mais les 16 000, c'est vraiment au minimum. Donc ce papier, par lequel tout a commencé. Alors Raoult nous explique en fait, il a vu ça chez les Chinois, sauf que le papier des Chinois, on ne l'a pas vu, hein, c'était des notes de colloque. Bon. Mais le Gautret et al., il existe, il est publié dans une revue de Elsevier, International Journal of Antimicrobial Agents, une revue dont les éditeurs sont des gens qui bossent pour Didier Raoult. Et ça pose déjà des problèmes. Pourquoi? Et donc, dans votre papier, vous égrenez les raisons méthodologiques, les raisons éthiques. Donc, on va les faire dans l'ordre, si tu veux bien. Pourquoi ce papier ne mérite pas... il est publié, c'est un vrai article. Pourquoi, de quel droit vous dites, vous, qu'il faudrait le retirer? Mais parce qu'il n'y a rien qui va. On parle des conséquences sur la mortalité et puis tout ça. Mais même s'il n'y avait pas eu de conséquences, ce papier-là, il est d'une telle nullité méthodologique et d'une telle fraude criante qu'il doit être rétracté. Il n'y a pas à tortiller. Quand bien même il n'y aurait pas eu de conséquences. Alors, parce que Parce qu'on bon, peut pas. des papiers qu'on rétracte, ça arrive, hein, c'est régulier, enfin, c'est pas la règle, mais enfin, des papiers où on se rend compte qu'il y a un problème dans les données, un problème dans les conclusions, des décalages, des graphes pas très propres ou des choses arrangées, voire de la fraude, hein, ça arrive régulièrement, et les éditeurs, ce sont eux qui ont la charge de prendre des décisions, ou alors les co-auteurs, quand les co-auteurs sont plus d'accord entre eux. Parce que chaque co-auteur est Oui, responsable du papier. Si un veut se retirer, c'est la panique et du coup, on retire. Mais là, tous les co-auteurs travaillent pour Didier Raoult et les éditeurs travaillent pour oui, Didier Raoult. Donc, qui prend la décision oui. de retirer ce papier si jamais c'est fait? Mais personne ne la prendra en l'état, puisque en fait Didier Raoult, ça c'est de la spéculation de ma part. Hein. J'en ai strictement pas la preuve, mais on sait très bien qu'il s'est déjà fait prendre pour fraude scientifique en 2006. Oui. Qu'il a été, à ce titre, interdit de publication dans tous les journaux de l'American Society of Microbiology. C'est la même époque où les points SIGAP commencent à devenir à la mode. Et je pense que c'est une stratégie de sa part de verrouiller totalement un certain nombre de petits journaux pour ça, c'est-à-dire publier n'importe quoi, tout et n'importe quoi, rapporter des points. Alors, il rapportera moins de points avec ces petits journaux qu'avec des gros journaux, hein, mais à la fin, la somme, c'est conséquent. Je pense que c'est une stratégie de sa part d'avoir fait ça, c'est-à-dire de placer ses pions à quelques endroits stratégiques de l'édition scientifique pour faire à peu près ce qu'il voulait. Oui, mais là, on pourrait dire c'est quand même. Il est en fin de carrière. euh, euh, Il y a une crise mondiale, enfin qui commence à être mondiale quand ça sort. Il n'est pas bête, a priori. Il a plutôt intérêt à ce que ce papier-là sorte dans des bonnes conditions. Autant pour ce qui est
des techniques où on séquence des bactéries, puis on fait ça à la chaîne, comme on pisse de la bière, et puis on fait des milliers de papiers qui n'ont pas de graves conséquences. Ça reste de la science, même si c'est de la science ouais, enfin, de séquences pas intéressantes, mais là, on est quand même sur autre chose, on est sur la santé publique, on est sur une Ouais, pandémie. Il peut pas être fou, ouais. taré ou débile au point de se dire ça va passer, je passe ça dans une petite étude à la con, et ça passe, et puis personne va se plaindre, il peut pas être bête comme ça, enfin, c'est pas possible. Alors, plus ça avance et plus je me dis que si, possiblement. Il met souvent en avant l'hubris, mais je pense que c'est de l'hubris, hein. Il est tellement habitué à ce que tout passe et à ce qu'on rampe devant lui qu'il se dit, bah, ça va passer une fois de plus, Donc l'hubris, je c'est pense. l'orgueil démesuré chez les Grecs, c'est Je le- pense qu'il s'est dit, ça va passer une fois de plus. De toute façon, c'est moi et Mbappé, donc oui, ça va ouais. passer. Et puis, je serai prix Nobel. Je pense que Bon, ça s'est passé comme ça. Et puis, il y a quand même des réseaux. Donc, voilà. voilà, très vite, les politiques sont venus vendre sa camelote. On les entend plus, les politiques, hein. J'aimerais bien entendre Christian Estrosi, Renaud Muselier, Douste Blazy Bruno a pris ses Retailleau. distances. J'aimerais bien les entendre commenter un petit peu les dernières trouvailles de Ligas et tout ça. Bon, Mais on les entend plus. Et puis très vite, le 17 mars, le papier sort, après 24 heures de reviewing. Nous, il nous a fait, la dernière fois, on a soumis à l'IJAA, on a soumis le 24 décembre, on a eu la réponse au mois de mai, hein. Bon, voilà. Eux, ils ont eu moins de 24 heures de reviewing. oui. Le lendemain, des influenceurs américains en parlaient sur Fox News et 3 jours après, Trump disait que l'hydroxychloroquine était intéressante, quoi. Et qu'il en prenait. Voilà. Bon, bah ça, du coup, on est dans tout ce qui est autour. On n'est pas dans la tête des gens, on ne sait pas ce qui se passe. Juste, c'est étonnant. Voilà. On en parle parce que des chercheurs normaux ne font pas ça. Après, ils vont dire, Non. eux, c'est les meilleurs du monde, et nous, on est trop bêtes, parce que c'est la réponse, hein, vous êtes trop bêtes, vous êtes des imbéciles, les tribunes, c'est des imbéciles. Bon, passons cela. Maintenant, on regarde le contenu. Si vous demandez le retrait, c'est pas parce que Raoult vous l'aimez pas, c'est parce qu'il y a des problèmes. En termes de méthodologie, euh, j'ai cru comprendre que les données changent d'un papier à l'autre, parce que du coup, c'est une étude où ils ont republié plus tard des choses complémentaires pour renforcer leur étude. Pourquoi pas, dire, c'est l'urgence. Ils sortent un papier, et après, du coup, ils prennent un peu de temps pour prendre du recul, ils ressortent une étude, pourquoi pas. Et là, en fait, ça ne colle plus, c'est ça? Oui, mais en fait, il y a rien qui. En fait, c'est du modèle expérimental pour de la lecture critique d'articles sur tout ce qu'il faut pas faire. C'est-à-dire, un bon papier, c'est déjà une bonne idée. Bon. Euh, alors, on peut discuter de savoir si c'est une bonne idée de tester la chloroquine en clinique. Bon, moi, je pense que non, mais pourquoi pas? Ça- Partons du principe que c'est une Voilà, bonne idée et ça qu'après, pourrait. on teste. Soyons Il faut charitables. mettre en place, il faut mettre en place une méthodologie correcte qui va permettre de donner une réponse, qu'elle soit positive, qu'elle soit négative. Une réponse négative, c'est extrêmement important pour le clinicien. Ça veut dire ne pas faire un truc, c'est aussi important que faire un truc, en fait, hein. Hmm. Surtout quand le truc est délétère. Bon. Donc, il faut une méthodologie qui aboutisse à une réponse. La méthodologie qu'il a mise en place ne peut pas aboutir à une réponse. Alors, Et puis, il faut que ce soit éthiquement propre vis-à-vis euh, des prérequis d'autorisation et tout ça, et puis éthiquement propre sur le fait de pas falsifier des données comme ça a été fait de manière évidente. alors C'est pour ça que les tableaux dont on parle changent. Là, il y a des trucs qui changent d'un voilà. jour à l'autre, d'une soumission à l'autre. Il y a des trucs qui changent. Ça s'appelle la falsification de données. Ça fait partie des 3 éléments qui définissent la fraude scientifique. Et en soi, c'est rien que ça doit faire retirer l'article. Mais ça, j'avais dire, bon, c'est une accusation grave, parce que si un chercheur, on peut plus lui faire confiance, en fait, que quand il donne des données, il les trafique pas, on peut plus lui croire rien du tout. C'est un problème. Ouais. Donc c'est une accusation grave. Sur quoi ça repose? Parce qu'on pourrait dire, bah, vous êtes juste jaloux, comme d'hab, vous êtes des méchants, et ce papier, il est parfait, il est nickel, parce que Didier, c'est pas un idiot, et donc on le croit lui. Comment est-ce qu'on fait pour faire la part des choses? Dans son mode de communication, déjà, il y a quand même des drapeaux rouges, hein. Bon, mais bref. Il Quand on n'est pas suffit expert de médecine comme moi, sa communication, ouais. moi, toutes mes alertes s'allument, en effet. Mais c'est pas suffisant Bon. pour que je sache qui a raison. Non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut faire de la lecture critique. Elle n'est même pas compliquée en l'espèce. Mais il faut avoir des notions. Il faut avoir des notions de ce que c'est que la recherche clinique. Et enfin, c'est très marrant parce qu'on nous promet le Nuremberg 2 en permanence.
Mais ce papier contrevient au Nuremberg 1, en fait. Ça va Le, être exactement l'angle de l'émission avec Leni et Fabrice. le Nuremberg 1, c'est le code qui a été fait en 1947, après enfin pendant, enfin même avant le procès des médecins nazis. Et il dit 10 choses. La première, c'est il faut du consentement des malades. Là, bon, je suis pas sûr. Alors, évidemment, on n'a pas mis un pistolet sur la tempe pour que les malades prennent la chloroquine. On est d'accord? Mais ça suffit pas. Il faut des consentements écrits sur des affaires comme ça. Quand vous testez un médicament dans une nouvelle indication, ça s'appelle la recherche clinique RIPH1, recherche impliquant la personne humaine de type 1. C'est de l'interventionnel. Il faut des autorisations de l'ANSM, d'un CPP, et puis que le malade signe une feuille. Il faut signer une feuille. Il ne suffit pas simplement de l'informer en lui disant on va vous donner ça. Voilà, vous êtes OK, oui, oui, c'est bien. Non, il faut qu'il signe un papier. C'est la règle. Et il faut Bon. un consentement éclairé. Bon, ça, c'est pas forcément Nuremberg, c'est venu plus tard, mais la notion de Ça, consentement éclairé. on peut s'arranger pour le consentement éclairé, mais il faut qu'il signe un papier. Je serais curieux de voir quels papiers ont été signés dans les dossiers patients Oui. qui ont été inclus là-dedans. Surtout que dans l'étude, il y a un enfant de 10 ans, on ne sait pas comment son consentement a été obtenu. Sachant qu'il ne devait pas être inclure des enfants de 10 ans, puisque la limite avait été fixée à 12 ans, ce qui était déjà extrêmement discutable. Hein. Oui. Parce qu'on ne peut pas dire maintenant les jeunes et les enfants, ça meurt pas, et puis vouloir inclure des jeunes et des enfants qui meurent pas. Bon, Il y voilà. a un double discours. Le deuxième point de Nuremberg, c'est qu'il faut que l'étude donne des résultats. Alors ils disent fruitful, il faut que ça serve, il faut que ce soit utile. Et pour ça, il faut une bonne méthodologie. Quand vous prenez des malades que vous ne randomisez pas et que vous ne testez pas contre placebo, vous ne saurez jamais. Vous ne pourrez pas savoir ce qui se passe. Donc, rien que sa méthodologie en place ne peut pas apporter de réponse. Voilà. Et puis, il ne faut pas qu'il y ait de trafic. Et quand vous trafiquez, ben, ça rajoute en plus au fait que vous ne pourrez pas avoir de réponse tangible à votre question. Alors, sur la randomisation, Raoult a voulu donner des cours d'épistémo à l'IHU, expliquer, et il a dit cette phrase plus l'échantillon est petit, plus l'effet, enfin, plus l'étude est efficace pour montrer un effet. Je ne sais plus comment il avait formulé. Et donc, il a dit toute étude de plus de 1000 personnes cherche à prouver un effet qui n'existe pas. Et on a eu là récemment l'étude qu'il a fini par retirer sur 30 000 cas. Encore un double discours. C'est ça qui est particulièrement prégnant pour des gens qui ne sont pas du métier comme moi. C'est que il pourrait avoir raison s'il n'y avait pas un discours qui dit A et qui dit non A juste après, en fait. Je me suis longtemps demandé si c'était de l'escroquerie ou si c'est de la méconnaissance. Et en fait, je pense qu'il est juste mauvais en statistique, en épidémiologie. Et ça avait déjà été noté par un rapport de l'IGAS. Hein. Un rapport de l'IGAS de 2017 écrivait noir sur blanc que l'équipe de l'IHU avait des carences en recherche clinique en épidémiologie. C'était déjà écrit. On savait qu'ils ne savaient pas faire. Ils savent faire des collections de timbres de bactéries, mais ils savent pas faire là. Il a en partie raison par hasard, parce qu'en fait, il comprend pas les concepts. Donc, il a en partie raison. C'est si vous montrez sur un petit échantillon un gros effet, c'est que peut-être il se passe quelque chose d'intéressant. Le problème, c'est que les études, les données méta-épidémiologiques, elles sont très claires. Ces petites études avec des gros effets, elles ne sont jamais confirmées quand vous faites des plus larges échantillons, pour tout un tas de raisons, de régression à la moyenne, de tout ce qu'on veut. Elles ne sont jamais confirmées. Oui. Okay. Évidemment, si vous avez besoin de 1 million de malades pour montrer un tout petit effet, ça veut dire que si cet effet existe, il est tout petit. Mais c'est pas grave qu'il soit tout petit, parce que si vous avez 5 milliards de personnes à traiter, même un tout petit effet, à la fin, ça peut faire quand même des choses intéressantes. On peut tourner le problème dans tous les sens. Quand on veut tester un médicament dans une maladie qui va être mortelle à moins de 0,5%, avec 99% des gens qui vont guérir et puis 90% des gens qui vont guérir avec juste un à la maison, il faut tester en randomisé contre placebo parce qu'il y a un effet placebo qui est monstrueux dans cette Oui, en histoire. Donc, plus. il faut absolument tester contre placebo. Et ça n'a pas été fait. Et les populations doivent être équivalentes. Or, on peut rappeler, hein,
Les gens qui ont reçu la chloroquine dans le traitement Raoul, c'est des gens dont on avait estimé qu'il n'y avait pas de risque pour eux, pour qu'ils la prennent. Donc on avait écarté les gens à risque, et du coup, bah, ils ne sont pas morts de la chloroquine vu qu'on ne leur a pas donné. Mais même dans leur papier de 30 000 malades, là, qu'ils ont rétracté en race campagne avant même publication, la différence, elle existe dès le début. Les malades traités sont beaucoup plus jeunes. C'est Enfin, ça. c'est un biais. Même un étudiant qui commence la lecture critique d'articles en quatrième année, il voit que ça peut pas aller, ce biais-là, quoi. C'est pas possible. On ne peut tirer aucune conclusion de tout ça, hein. Mais les 30 000, le papier est rétracté. C'est bien. Ok. Enfin, rétracté, même avant d'avoir été publié, parce qu'il était en préprint, et donc il n'a pas été publié finalement. Ouais. Donc on revient, tu évoquais le côté éthique avec la NSM. Ils ont obtenu une autorisation pour faire cette étude-là de la NSM dans les temps, Ouais. comme il faut. Non, Ah, non. Non, on sait bien qu'il y a eu des micmacs. Ouais, à l'évidence, ils ont commencé l'étude avant d'avoir tous les papiers en ligne, enfin en règle. Mais on peut saluer l'effort d'avoir au moins essayé, pour une fois, de faire les trucs dans les règles, qui est quand même pour cette équipe-là un bel exploit. Donc ils ont essayé, ils ont commencé avant. C'est à la limite, c'est pas bien, mais voilà, c'est le feu de l'action, c'est le début. On ne sait pas voilà. si on va mourir ou vivre. On peut dire que Bon, dans le contexte, ça c'est pardonnable pour une équipe lambda qui ferait ça parce que les conditions sont telles que il faut bien commencer la recherche et tant pis pour l'administration parce que tant pis. J'ai envie de dire, si en tant que si citoyen, c'est ça me un choque jour pas près, que quelqu'un prenne cette décision dans un tel contexte, a priori. si ça se joue à un jour près et que de toute façon la NSM a donné son accord, donc voilà, c'est bien. Bon, C'est c'est- c'est pas le plus gros problème. bon. Le plus gros problème, c'est que quand ils ont voulu tester sur plus de gens, la NSM a dit cette fois-ci non. Et à juste titre, ils ont dit la méthodologie que vous voulez employer ne permettra pas de répondre à la question. Donc, non, nous refusons que vous continuiez ce truc-là. Donc il y a une équipe qui fait ce travail après avoir obtenu une autorisation un petit peu en retard. Et la publication, toi tu as évoqué le fait qu'on vous avait répondu au bout de 5 mois, et là, en une journée, le papier il est soumis, Oui, il est accepté, il est publié. Et l'information des dates de soumission et de publication qu'on retrouve partout dans la littérature, et qui était présente au départ, elle n'apparaît plus dans International Journal of Antimicrobial Agents. Euh, ils l'ont retiré. Ils ont retiré cette information qui montre qu'il est symptôme d'un problème grave. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? bah, ils font ce qu'ils veulent, c'est les éditeurs, c'est les rois, ils font ce qu'ils veulent, et puis ils sont tellement habitués à falsifier les trucs que finalement, ça, c'est pas le plus grave non plus. Bon. Alors le plus grave, c'est Je vois quoi? pas comment on peut, je vois pas comment on peut. Enfin, si ce papier, alors si ce papier-là, il est tellement mauvais qu'en fait, il n'y a pas besoin de 24 heures pour le reviewer ce papier. Il suffit de lire 5 minutes les premières lignes pour dire au revoir, on ne peut pas publier ce truc-là. Bah, voilà. Moi, je suis reviewer de ce truc-là, c'est réglé en 5 minutes, hein. C'est niet, au revoir, allez retravailler votre étude. Sauf qu'il a été accepté. Et donc ça illustre un problème euh, de concentration du pouvoir où personne n'avait les moyens de refuser ce papier dans ce journal-là. C'est ça qui s'est passé. Bah, non. Mais c'est volontaire. Je pense qu'il a fait exprès de verrouiller ce genre de journaux pour ça. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, on a parlé d'éthique, on a parlé de... Ça pourrait malgré tout, même si tu dis que le papier est tout pourri, on va rentrer dedans, ça pourrait être vrai, mal écrit, mal travaillé, mais malgré tout, c'est les premiers à l'avoir fait. Ils proposent un traitement. Il y a plein de gens dehors qui nous disent, moi je connais quelqu'un qui a été traité à l'IHU et il va bien, il s'en sort bien, et ils ont moins de morts qu'ailleurs. Et d'ailleurs, toi, alors j'ai vu un commentaire lorsque enfin, sur des réponses à tes propos sur Twitter. On te dit, toi, dans ton Est tout pourri, là, tout le monde crevait, alors que dans le Sud, ils soignaient les gens. Est-ce Ouais. qu'on a des données qui montrent qu'en effet, chez Didier Raoult, on soignait mieux? Non. Mais non, mais c'est pas comme ça qu'on évalue l'efficacité d'un médicament. Non, d'accord, mais bon, c'est ce qu'on L'efficacité d'un entend, quoi. médicament, il faut tirer au sort des populations. Enfin, il faut prendre des populations, une population qui va recevoir le médicament, une qui va recevoir soit un placebo, soit autre chose. Il faut qu'elle soit le plus identique possible. Et pour ça, il n'y a pas 15 millions de solutions que la randomisation. Il faut être en aveugle. Et à la fin, on regarde si ce médicament marche. C'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Et puis, le problème spécifique entre l'IHU et puis le Grand Est et mon hôpital, parce que il y a une émission sur CNews
où il cite les morts de Paris et de Metz, hein. Donc Metz, c'est pour moi, hein, pas tortiller, Metz, Oui. bref. Bah, il t'aime pas Euh, trop, hein. On pourra en dire deux mots, hein. non, et c'est dommage, hein, parce que je suis un gentil garçon. Metz, on a connu la première vague de plein fouet, Oui. chose qu'ils n'ont pas connue. Euh, et moi, je travaille en réanimation, et donc il est bien évident que je ne peux pas avoir les taux de mortalité d'un service de médecine de l'IHU qui ne connaît pas de première vague franche. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, les malades Et moi, graves sont pas allés chez eux, c'est ça que tu nous dis. alors les malades graves sont pas allés chez eux parce que les urgentistes ne les orientaient pas chez eux. Et quand un malade se dégradait en secteur chez eux, il était envoyé à l'hôpital d'en face. Il faut traverser la route pour aller à la Ouais. Timone. Et donc ça, je me rappelle, on a vu Pascal Pro en direct à la télé apprendre qu'il n'y avait pas de réanimation à l'IHU. Et donc, quand Raoul dit, bah moi, il n'y a pas de mort chez moi, bah évidemment, puisque les morts, ils traversent la route. Et il y a le problème de la chloroquine, de l'ivermectine, mais il y a aussi tout le reste. C'est-à-dire quand on regarde leurs pratiques, ce qu'ils disaient sur les anticoagulants, sur l'oxygène, là, ils racontent n'importe quoi, réellement, hein, c'est vraiment n'importe quoi ce qu'ils racontent. Quand on regarde sur le site de l'IHU les protocoles d'antibiothérapie qui existent, c'est du grand n'importe quoi. Mais C'est comment du grand. moi, t'es en face de moi, t'es un pro, je te crois. Mais comment on fait pour... Parce que eux aussi, c'est des pros. L'IHU, c'est un centre, c'est l'excellence mondiale quand on entend le petit refrain. Sur les plateaux de télé, tout le monde dit que c'est un grand professeur, c'est un grand chercheur. Toi, pardon, mais t'es pas au niveau. Toi, au moins en termes d'image. Et moi, j'ai pas les moyens d'évaluer qui a raison, qui a tort. Comment on fait? Euh, je pense. Alors moi, j'ai pas eu le temps d'écrire cette bouquin. Oui. Je vais pas expliquer aux autres à la télé, Chut, chut, taisez-vous, c'est moi le patron, vous comprenez rien. Hum, Déjà, ça c'est quand même des signaux. Et je publie pas, c'est vrai, on me l'a beaucoup dit, je publie très peu. Moi, je suis un clinicien, en fait, je suis au lit du malade avec Mm. mon interne, mon externe, l'infirmière, et je fais ça tous les jours, quoi. Et donc, il faut pas me la raconter quand on m'explique que... Et je sais lire des papiers. Et donc, il faut pas me la raconter quand on raconte ce qu'il raconte. Je le fais tous les jours, en vrai, en fait. Chose que je sais pas quand Didier Raoult n'a pas vu un malade en vrai, hein. Il descend pas de son 5e étage. Bah, il fait 3000 papiers, il écrit des livres, il fait des reviews certainement, et puis il encadre des thèses, euh, parce qu'il est surhumain en fait. On n'a pas parlé des PCR. Est-ce qu'on parle des PCR, qui est la méthode pour quantifier le virus dans le corps du malade pour voir si les gens sont guéris, pas guéris? Et dans le Gotrétal, Oui. c'est la méthode utilisée, parce que on pourrait très bien choisir différents, tu pourras me corriger, différents endpoints, différents critères pour évaluer si le traitement est efficace ou pas. Ça peut être que le patient rentre chez lui et qu'il est guéri, mais là, comme on est en urgence, Oui, bah, ça, il faut d'autres critères. ouais. Ça va être la mortalité, mais c'est pareil, il faut attendre. Et eux, ils ont choisi un critère de détection du virus dans le corps du malade, euh, en comparant les malades à Marseille, les malades à Nice, etc. Sauf que quand on veut comparer, il faut comparer en faisant exactement la même méthode de détection, en mettant le seuil au même endroit. Et je crois avoir compris que ce n'était pas ce qui s'était passé. Et ça, c'est peut-être Ouais. Alors, l'argument scientifique le plus fort qu'on aurait pour justifier que le papier n'est pas à la hauteur, de mon point de vue, hein, de loin. Est-ce que ça, tu peux nous l'expliquer? c'est extrêmement important. C'est quand on fait une étude, il faut que l'idée soit importante, intelligente, et il faut que la méthodologie soit intelligente. On va parler, randomiser, machin, tout ça. Et puis dans les aspects méthodologiques, il y a le choix de ce qu'on appelle l'objectif, l'endpoint, l'outcome. Hmm. Ça, c'est hyper important. Et de mon point de vue et du point de vue de tout le monde, choisir cet endpoint-là de PCR n'est absolument pas pertinent. En tout cas, pas en objectif principal. Que vous regardiez ce qui se passe, est-ce que de toute façon vous allez me le mesurer? Oui, mais ça ne doit pas être l'objectif principal. L'objectif principal, il doit être important pour le malade. Et qu'est-ce qui est important pour le malade? Bah, c'est mourir si jamais c'est une maladie mortelle, ou c'est s'aggraver si c'est une maladie comme le Covid, par exemple. Et d'ailleurs, l'OMS avait mis une échelle utilisée dans beaucoup d'études, sauf celle de Raoult, euh, sur des seuils d'aggravation. Qu'est-ce qui pourrait être important quand on se présente sur ses deux jambes à l'IHU et qu'on est inclus dans une étude? Bah, c'est de savoir si on va être plus hospitalisé si on prend pas d'hydroxychloroquine, par exemple. Ça, c'est des choses importantes pour là. Est-ce qu'on va recevoir de l'oxygène? Est-ce qu'on va
Est-ce qu'on va plus être intubé? Ça, c'est des choses importantes. Est-ce qu'on va Mm. plus mourir? Ça, c'est important. Ce qu'on appelle, alors la PCR, ça fait partie de ce qu'on appelle, c'est un critère biologique, c'est ce qu'on appelle en anglais, c'est les surrogate endpoints. On se dit que, D'accord. on pense que ça va être important, mais faut-il le prouver? J'avais mis sur Twitter l'autre jour un fil caricatural de ça. Je sais pas si tu as vu passer, c'est l'étude CAST que tu dois connaître. L'étude CAST, c'est un truc de cardiologue des années Ah, fin des années 90 où on mettait les malades qui faisaient des infarctus, ils faisaient beaucoup d'extrasystole, et quand on faisait beaucoup d'extrasystole, c'était corrélé à mourir plus. Donc la pratique à l'époque, c'était de mettre un antiarythmique un peu particulier qui diminuait ses extrasystoles en disant, bah, si on diminue les extrasystoles, le malade va moins mourir. Bon. Et puis, il y a un jour des médecins américains, heureusement, ils ont testé ça. C'est-à-dire, ils ont regardé ce qui se passait réellement sur la mortalité avec ce médicament-là. Et en fait, les malades mouraient plus. Ils mouraient avec moins d'extrasystoles, hein, mais ils mouraient plus. Et ben, c'est le même problème avec la PCR. C'est-à-dire, si vous avez plus de virus dans le nez, mais que vous êtes plus mort de troubles du rythme, eh ben, ça va pas. ouais, c'est pas le critère important Ah, du point de vue clinique. on peut pas choisir ce critère. Donc déjà, Donc, d'une part, c'est pas un bon critère, mais surtout, ouais, enfin, surtout, pour quelqu'un comme moi qui est pas médecin, le critère principal, c'est que bah, j'aimerais qu'on compare les gens de manière honnête, et apparemment, euh, on fait un certain nombre de cycles pour voir s'il y a le virus ou pas le virus, et puis quand on a fait beaucoup de cycles et qu'on n'a pas de virus, on considère qu'il n'est pas là. Mais si on ne fait pas le même nombre de cycles, on ne va pas amplifier le signal de la même manière, et donc il y a un côté, on ouais. risque de plus voir le virus alors qu'on l'aurait vu dans l'échantillon à côté avec un protocole différent. Et ça, on a Alors, des éléments de preuve pour ouais, dire que ça n'a pas été il fait faut dans les règles. effectivement fixer un seuil, et si vous voulez faire ça, il faut le mesurer de manière très précise et au même jour pour tout le En monde, plus, oui. ce qui n'a déjà pas été fait. Oui. Il faut utiliser les mêmes techniques, il faut utiliser les mêmes seuils, et on sait très bien qu'ils n'ont pas utilisé les mêmes seuils, c'est-à-dire qu'ils ont mis des seuils ils ont mis des seuils différents à Marseille et à Nice et à Avignon, Voilà. de sorte que un malade qui était positif, par exemple, à Avignon, aurait été considéré comme négatif à Marseille. Ça, Bon. c'est de la fraude. Enfin, stricto sensu, c'est pas de la fraude, mais c'est de la falsification. Oh, si, c'est de la fraude. C'est de la fraude, on peut pas dire Bah, autrement. donc, C'est de la on peut pas falsification de traiter données. les données sans avoir conscience de ça, parce que c'est le BABA quand même. En PCR, Oui, le nombre de cycles, l'information est dans le résultat. On le connaît. ouais, Ça voudrait dire que les gens qui ont signé ce papier-là ont signé un papier où on a fait exprès de tromper les gens en disant les malades à Marseille n'ont plus le virus parce qu'on n'a pas regardé comme ailleurs. Et on le sait qu'on ouais, a fait ça comme ça. oui. Et donc Bien sûr qu'ils le savent. c'est ultra Ouais, choquant. Et au départ, quand on a commencé à critiquer ce papier, c'était le cas du Conseil scientifique en 2020, personne ne soupçonnait, me semble-t-il, qu'on avait fraudé sur les PCR. On pensait que c'était des vraies données, juste que enfin, le protocole était pas terrible, comme tu dis, mais on pensait pas qu'en plus, on avait trafiqué un petit peu les données pour embellir le. ça, avant d'avoir les preuves, et pour avoir les preuves, il faut quelqu'un de l'intérieur qui sort des preuves. On peut pas faire autrement, hein. Mais Et des donc, gens ont témoigné, hein. Des gens ont témoigné ça sur, je crois rajoute que au c'est à scandale qui Mediapart, était déjà scandaleux. des collaborateurs qui ont dit, voilà, il y a des résultats qui sortent, on sait bien qu'il fallait avoir ça comme résultat et pas autre chose. Oui, ça rajoute ça rajoute du scandale à un truc qui était déjà scandaleux, même sans ça, de toute façon. Bon, Quand bien même il n'y aurait pas eu de conséquences, scientifiquement, il faut le retirer. oui. Mais il trouve On qu'il y a n'a eu des pas conséquences. Donc, évoqué le biais du temps immortel. ouais, mais tout y passe. Enfin, tout y passe. Quand il y a des malades transférés en réa et un mort dans le groupe chloroquine, ils les escamotent. Enfin, Oui. c'est pas Vous n'êtes possible. pas censé mourir avant le troisième jour de traitement. Donc si vous mourrez, vous êtes dans le groupe témoin. Ça n'a absolument aucun sens, hein. C'est un biais totalement basique de la méthodologie de la recherche clinique, et ils le font, et je sais même pas s'ils le font à dessein. Je pense qu'ils sont tellement mauvais qu'ils ça les choque pas en fait. Bon, Razor de Enlon, il vaut mieux attribuer à la bêtise plus qu'à la malveillance. C'est possible. Et c'est charitable. Mais c'est pas Ouais, rassurant ouais. pour les gens qui vont à l'hôpital. Je trouve charitable de dire qu'ils sont juste mauvais en fait. On peut reprocher des choses au gouvernement, on peut reprocher des choses à Big Pharma, on peut discuter des vaccins,
On pourra discuter des heures, des myocardites ou des machins. Ok, très bien. Et alors, c'est pas parce que le gouvernement a fait des erreurs ou que Big Pharma a fait des choses peut-être pas très jolies, en temps normal, même avant le Covid, Mm. que ça, euh, que ça exonère Didier Raoult de répondre de toutes ses fautes devant un jour la justice, j'espère. L'autre truc qu'on voit souvent, c'est que la chloroquine, des milliards de gens en ont mangé. Ça fait 70 ans qu'on l'utilise. On n'a jamais entendu dire que 10% des gens mourraient, parce que c'est ça que Raoult dit. Hein. Raoult dit que vous et d'autres prétendez que ça tue 10% des gens, ce qui n'est pas le cas, ça tue 11% de plus. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on Ouais, répond à ça? C'est-à-dire que la chloroquine il y a depuis longtemps. Si ça tuait, on l'aurait vu. Où sont tous les morts de la chloroquine, disent-ils? légalement, quand vous voulez tester un médicament, déjà, même connu depuis très très longue date dans une nouvelle indication, il faut reprendre le processus de zéro, hein. C'est-à-dire, si vous avez un médicament pour l'hypertension et que vous voulez le tester dans la science cardiaque, bah, vous recommencez depuis le début. Et quand Didier Raoult dit les études randomisées, c'est Big Pharma, il n'y a que qui peuvent les faire et c'est leur jouet et c'est comme ça qu'ils font. Non, c'est que même Big Pharma se plie à ça parce que c'est la demande des agences. Bon, donc il aurait fallu reprendre dès le début. Euh, la chloroquine, hein, c'est la nivaquine, ça a été donné dans le palu. C'est pour ça qu'il dit il y a des milliards de gens qui Oui. l'ont pris. Bon, les gens qui l'ont pris dans le palu, bah, si on prend des Européens, par exemple, c'est volontiers des jeunes qui allaient faire leur service militaire ou qui allaient crapahuter en Afrique. Et c'était des doses beaucoup plus faibles. Des gens en bonne santé qui prennent de toutes petites doses. C'est des toutes petites doses, hein. Là, il s'agit de donner plus en association avec d'autres médicaments qui agissent sur le cœur chez des malades qui en sont en détresse respiratoire, sont des personnes occidentales avec leurs comorbidités, leurs hypertensions, leurs maladies cardiaques, plus un Covid dont on sait qu'il peut atteindre le cœur. Eh ben, quand vous mélangez le tout, c'est exposer le malade à des risques. Et il le sait, Didier Raoult, que c'est exposé à des risques, puisqu'il a organisé ça en faisant des ECG pour tout le monde. Donc c'est qu'il sent bien qu'il y a un problème. Il sait Mm. bien qu'il va se passer quelque chose. La réponse, alors du coup, mais c'est encore un double discours, mais la réponse à ça consiste à dire oui, mais le vrai protocole, on donne ça aux gens précocement, avant les symptômes, et ça évite de tomber malade. Ça a du Eh ben sens? non, on sait. Maintenant, il y a assez de données, il y a assez de données, même observationnelles, sur les malades qui prenaient de la chloroquine avant, de type les malades lupiques. On sait très bien qu'ils ne sont pas absolument pas protégés de la Covid. Voilà. On peut tourner tout ça dans tous les sens. On peut le donner avant, on peut le donner au tout début, on peut le donner en réanimation, parce que quand il y a un papier chinois qui a sorti pour dire que ça profitait aussi aux malades de réanimation, il a su le mettre en avant en disant c'est l'effet anti-inflammatoire, gna, gna, gna. En Oui, fait, il retombe toujours sur à ses chaque pattes, fois. hein, quoi. Ouais. Mais Alors, l'histoire de la chloroquine, elle est réglée depuis bien longtemps. Et on bon, définit ici le protocole Raoult, c'est dans le papier de Gautret, c'est 6 malades, hein. Alors déjà, 24 malades, c'est pas beaucoup, mais 6 malades. Et vous proposez d'influer le traitement du monde entier sur 6 malades, en plus en ayant fait n'importe quoi méthodologiquement et en ayant falsifié les données. Je ne sais pas si vous mesurez l'incongruité de la chose, quoi. C'est du délire absolu. en C'est plus, le rôle d'un IHU de mélanger la recherche et la clinique ben oui, euh, dans le domaine qui les intéresse le jour J. Ça aurait été le rôle d'un IHU de créer un vaccin français. Pour ça qu'on a donné des universitaire. millions et des millions d'euros à cette personne-là pour ça. Et le résultat est dramatique. Et c'est pour ça que je m'offusque aussi qu'on continue à créer des IHU. C'est-à-dire, le modèle IHU, il y a un truc qui ne va pas. On ne peut pas continuer à distribuer 7,5 milliards sur quelques années pour créer une vingtaine d'IHU en plus. C'est du délire. Quand on voit ce qui se passe de scandales financiers à l'IHU de Strasbourg, quand on voit ce qui se passe à Marseille, on ne peut pas continuer à signer des chèques en blanc aux gens. C'est pas possible. Alors, c'était ma question générale, c'est que au-delà du fait que tu es très remonté quand on dit Raoult, tu as parfois des propos sur les réseaux sociaux qui sont, voilà, tu es franc du collier, et c'est bien, mais en même temps, du coup, ça braque beaucoup de gens. Au-delà de l'aspect personnel, où eux, de leur côté, entre Chabrière et Raoult, il y a des monceaux d'insultes. Bon, au bout d'un moment, les gens en ont marre, quoi. Il y a les personnes, il y a les papiers. Donc là, vous avez fait un travail pour critiquer un papier, machin. Est-ce qu'il y a d'autres scandales, au-delà des personnes, dans la manière dont le Covid a été géré en France en particulier? Bien sûr que les politiques ont fait des erreurs.
Bien sûr qu'il y a eu des choses totalement ineptes. Dire vous avez le droit d'aller au restaurant si vous êtes assis, mais enfin, c'est complètement débile. Voir les policiers aller verbaliser à la plage des gens avec personne autour, enfin, c'est totalement inepte. On est bien d'accord. Euh, on n'oubliera jamais le mensonge originel de Véran sur les masques, hein. Comment vous voulez on sort des gilets jaunes, les gens sont déjà très remontés contre le gouvernement. En plus, ouvertement, vous leur mentez. Bon, ça peut pas aller. Donc, c'est sûr qu'on part de travers. A posteriori, c'est toujours facile de dire on aurait dû faire ça. Ouais, bon, d'accord. J'en sais rien. Moi, il y a des choses qui me scandalisent. C'est ce que font mes collègues à moi. Ça me scandalise. Euh, Quand vous avez un papier qui sort pour une étude un sondage pour demander à tout un tas de médecins, en particulier à Paris, dans les hôpitaux, des infectiologues et des internistes, de savoir s'ils ont prescrit de la chloroquine et que 45% répondent qu'ils en ont prescrit. On est dans des CHU, des gens qui sont, c'est des lapins de 3 semaines, incapables de se poser 2 secondes et prendre du recul. Ça me scandalise. Et ce qui me scandalise aussi et surtout, c'est l'omerta politique euh, et universitaire sur tout ça. Cette mauvaise science, c'est tout le temps, toute l'année, depuis bien avant le Covid. C'est tout le temps comme ça. Donc c'est un Et, révélateur là, d'un problème et, prégnant. et, et la différence là, c'est que tout s'est joué Mm. devant le grand public. Et maintenant, les gens savent. Et il faut faire quelque chose. Ça ne doit pas continuer comme ça. En 2005, John Ioannidis disait Oui. que la recherche était mauvaise. Doug Altman disait que la recherche était mauvaise. Euh, il y a, ça fait 20 ans qu'on sait que entre 50 et 85% des articles qui sont publiés ne sont pas fiables. Tant que tout le monde y trouvera son compte, tant que les médecins feront leur carrière comme ça, tant que les hôpitaux et les universités gagneront de l'argent comme ça, et tant que les éditeurs scientifiques multiplieront par 5 leur chiffre d'affaires comme Elsevier qui a 10 milliards là, eh ben, ça continuera. Bon. C'est évident que ça continuera. Il y a un moment, il faut changer ces critères. Et c'est pour ça qu'on en plaisantait avec le classement du point l'autre jour sur les médecins, là, sur des critères bibliométriques. Enfin, tout le monde sait maintenant qu'il faut arrêter avec ces critères bibliométriques. C'est pas possible de continuer comme ça. Mais ça continue parce que personne n'a d'intérêt à ce que ça s'arrête. Avoir un bouc émissaire, ça règle pas le problème. Non, je pense que c'est quand même une des étapes importantes parce qu'en plus, là, il y a eu beaucoup de morts quand même. On peut pas s'en tirer à bon compte avec autant de morts provoquées dans le monde. Mais il faut raser et repartir de zéro. Je sais pas comment, mais il faut faire quelque chose. Un gros chantier devant nous, hein. Bon, ben merci beaucoup, docteur Damien Barraud, anesthésiste. À bientôt. C'est à toi. Salut.